Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux sous cette chaleur accablante. Et du coup, pour cette dernière table ronde de la journée, qui s'appelle Souveraineté alimentaire et accord de libre-échange, on a invité donc Béatrice du Mouvement des Sans Terres, donc qui nous vient du Brésil pour échanger avec nous. On a Laurence Marandola qui est porte-parole de la Confédération paysanne. On a Morgane Audi qui est coordinatrice de la Via Campesina. Et Alice et Juliette qui sont respectivement porte-parole de Attaque et porte-parole de Attaque 44. Que des meufs. Et Clémence avec moi à l'animation. Et du coup, cette table ronde, elle s'appelle Souveraineté alimentaire et accord de libre-échange. Donc ça peut paraître des sujets qui sont assez techniques d'un premier abord, mais ça nous semblait assez important de pouvoir avoir des discussions un peu poussées sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que jusque-là, le mouvement de lutte contre l'accaparement de l'eau et les méga-bassines, il s'est centré sur des mots d'ordre autour de le moratoire sur les méga-bassines, la suspension des chantiers, le démantèlement des bassines, etc., l'abandon des projets, des infrastructures d'accaparement de l'eau. Mais en fait, ce qui est important de comprendre... Je parle trop vite, d'accord. Je parle trop vite. Mais en fait, tous ces mots d'ordre-là, autour de ces ouvrages de stockage d'eau, c'est qu'une étape de notre lutte. Et la deuxième étape, c'est d'arriver à remonter à la source des dynamiques d'accaparement et à retracer en fait toute la filière qui rend nécessaire la construction des méga-bassines. Et cette filière-là, c'est celle du complexe agro-industriel, c'est les multinationales et c'est les sociétés capitalistes qui accaparent l'eau, la terre et aussi la valeur du travail paysan. Voilà, parce que, comme vous le savez, hein, les bassines du Poitou, elles irriguent principalement des cultures intensives de blé et de maïs, qui vont être majoritairement destinées à être exportées à l'international, et aussi à nourrir 80% d'élevage industriel. Et donc en fait, quand on replace l'infrastructure bassine dans en fait, cette filière agro-industrielle-là, on comprend qu'au fond, les irrigants, ils sont vraiment bien peu de choses en fait, à côté des grosses sociétés qui les exploitent et qui les enserrent dans des systèmes de dépendance technique et économique. Et c'est pour ça que cette année, on a décidé d'appeler à une manifestation samedi au port de La Rochelle, donc à 10 h au port de La Rochelle. Ce n'est pas une fake news, comme beaucoup de gens l'ont pensé jusqu'à quelques jours. Et donc pourquoi le port de La Rochelle ? Le port de La Rochelle, c'est le dernier maillon de la chaîne irriguée par les méga-bassines. Et donc c'est un rouage stratégique dans toute cette filière qui mène jusqu'à la construction des bassines. La moitié des flux de ce port, ils irriguent une économie fossile et extractiviste, donc principalement du pétrole et du BTP. Et l'autre moitié, elle alimente le complexe agro-industriel par notamment les exportations de céréales. Ce port, c'est le deuxième port exportateur de céréales du pays. Et c'est aussi intéressant de savoir que la France est le premier pays exportateur de blé en France. Pardon, en Europe. Et le deuxième au monde. Et sur ce port se trouve, outre un certain nombre de sites Céveso et d'infrastructures néocoloniales, comme par exemple des sites logistiques de Bolloré ou des centrales à béton de Lafarge, qui sont des sites Céveso, mais se trouve aussi un certain nombre de sièges, d'infrastructures et de silos qui sont détenus par les méga coopératives agricoles. Ces méga coopératives qui étaient historiquement des outils de mutualisation dans les mains des paysans, mais qui sont passés depuis sous le contrôle de banquiers, de négociants et de spéculateurs.
par exemple à la tête du conseil d'administration de la SICA, qui est une de ces grosses coopératives, et dont il y a un certain nombre de silos géants qui dominent le port, on a l'administrateur du Crédit Agricole. Ou alors une autre coopérative qui est Océalia, qui est une des principales coopératives du système Lacine. Et ben, les comptes de cette coopérative sont pilotés par l'un des plus gros cabinets de conseil au monde. Et ces silos géants, sur le port, c'est des gigantesques stocks spéculatifs. C'est vraiment des instruments de la spéculation financière, où sont stockés du blé, du maïs, et qui vont être cotés en bourse et soumis aux fluctuations boursières de la bourse de Paris ou de Chicago. Et en fait, voilà, en même temps qu'on a les revenus des agriculteurs qui se réduisent à peau de chagrin, et voilà, c'était le thème de la table ronde précédente, dans le même temps, les produits de la spéculation explosent. Depuis le Covid-19, il y a eu une hausse fulgurante du prix des aliments de base, avec une inflation qui fait qu'un certain nombre de foyers ont du mal à se nourrir. Et dans le même temps, ces acteurs-là, ces coopératives-là, ont vu leurs profits exploser. Et notamment, ils s'en réjouissent, notamment, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Off Investigation, mais on les voit voilà, se réjouir du fait que voilà, la guerre en Ukraine, notamment, a été une superbe occasion pour eux de spéculer sur le prix des céréales. Cette longue introduction pour rappeler le sens à la fois de cette table ronde et de pourquoi c'est des sujets centraux en fait quand on parle d'accaparement de l'eau, de parler des modèles agricoles et de comment il est structuré au niveau mondial, mais aussi pour déplier le fil argumentatif de l'action qu'on va mener ensemble après-demain au port de La Rochelle. Donc en fait on a invité toutes ces personnes pour essayer voilà, de creuser ces questions-là sur le libre-échange, les dépendances, les interdépendances à la fois dans les pays exportateurs mais à la fois dans les pays importateurs que créent les exportations massives ou les importations massives et comment on peut lutter contre ça. On pensait qu'une première question, peut-être plus à destination des personnes d'Attac et de la Via Campesina, c'était historiquement, voilà, on sait qu'on a connu des grands mouvements anti-globalisation, que là on est quand même dans une mondialisation. Ah pardon. Donc on a connu, voilà, on n'est plus dans la période des grands mouvements anti-globalisation. C'était fini, c'était dans les années 90-2000, et comme une sorte de fatalité du libre-échange qu'on accepte aussi parce qu'on en est dépendant dans nos consommations et dans nos productions agricoles et dans nos consommations alimentaires. Et du coup, on voulait savoir, nous, historiquement, voilà, comme on n'était plus dans ce contexte-là, aujourd'hui, c'était quoi la réalité du rapport de force contre le libre-échange général ou les nouveaux traités de libre-échange qui là, peut-être, allaient voir le jour, et que vous nous expliquiez un petit peu, selon vous, c'était quoi les problèmes que posait le libre-échange et les exportations massives. Bonjour, rebonjour, donc moi je m'appelle Morgane, je suis paysanne en Bretagne et je suis syndiquée à la Confédération Paysanne. Et la Confédération Paysanne, tout comme le MODEF, sont les deux organisations qui font partie de la Via Campesina. Et la Via Campesina, c'est le mouvement paysan mondial qui rassemble 180 organisations de paysans, de paysannes, mais aussi de travailleurs et travailleuses agricoles, partout dans le monde. Le MST aussi fait partie de la Via Campesina en Amérique latine, et c'est un des plus gros mouvements sociaux mondiaux. On rassemble environ 200 millions de travailleurs et de travailleuses partout dans le monde. Et pour la Via Campesina, les luttes contre les politiques de libre-échange, et en particulier contre l'Organisation mondiale du commerce, c'est un des éléments qui nous a fait nous rassembler. Parce que la Via Campesina a été créée en 1993, au moment où était créée l'Organisation mondiale du commerce, et qu'on soit paysans, paysannes, ou travailleurs ou travailleuses agricoles, au Mali, au Brésil, aux États-Unis, en France, en Inde ou en Corée du Sud, on s'est tous dit, en fait, ça, là, ça va nous mettre sérieusement dans la merde. Pourquoi? Parce que l'idée
derrière l'Organisation mondiale du commerce, c'est de mondialiser l'agriculture. C'est de dire que chaque pays doit se spécialiser là où il y a des avantages comparatifs. Donc en gros, en France, on va faire du vin et des céréales et du lait. Au Brésil, ils vont faire du soja, de la canne à sucre. En Côte d'Ivoire, il faut faire du cacao, du café. Et puis ensuite, on va aller s'échanger tout ça. Avec l'idéologie, c'était vraiment le mot d'ordre dans les années 90, que si on faisait ça, le prix des denrées alimentaires allait baisser et que donc du coup, on allait régler comme ça le problème de la faim dans le monde. La petite chose qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est qu'en fait, les pauvres dans le monde, ce sont les ruraux, ce sont les productrices et les producteurs d'alimentation. Donc si on baisse massivement les prix des produits agricoles, on baisse massivement les revenus des gens qui sont déjà pauvres, et donc ça accroît la pauvreté. Et ça explique qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui meurent de faim au niveau mondial qu'il y en avait dans les années 90. Il y a un échec complet des politiques de lutte contre la faim, parce qu'il faut faire le contraire. Pour lutter contre la faim, il faut renforcer les systèmes alimentaires localisés avec des paysans et des paysannes, des pêcheurs, des pastoralistes, nombreux et bien rémunérés, grâce à des politiques publiques d'intervention, notamment pour offrir des prix rémunérateurs aux producteurs, mais aussi permettre une régulation des marchés sur la terre et tout ça. Et donc ça a été la base vraiment de l'union des organisations paysannes au niveau mondial et de notre revendication commune qui est la souveraineté alimentaire des peuples. C'est-à-dire le droit des peuples de décider de comment, dans chacun de nos pays, on organise les politiques agricoles, les politiques alimentaires, sans dumping vis-à-vis des autres pays, avec ce principe de base internationaliste. Donc c'est un principe, la souveraineté alimentaire, c'est un principe profondément démocratique. L'idée, c'est que ce soit les peuples qui décident et pas les marchés, et pas les entreprises multinationales. Parce que dans le monde actuel, dominé par les accords de libre-échange et toujours et encore l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce, les pays sont empêchés de mettre en place des politiques agricoles et alimentaires de régulation. Et donc nous réclamons partout dans le monde la souveraineté alimentaire, la capacité des peuples de dire, en fait, on peut choisir. Et là, la volonté, c'est d'avoir aussi une unité dans la diversité. Nos systèmes alimentaires, ils sont divers. On ne va pas avoir les mêmes systèmes agricoles et alimentaires au Zimbabwe ou en Allemagne. Et c'est cette diversité-là qui est une richesse qui nous plaît, qui est absolument indispensable au niveau alimentaire, mais aussi au niveau environnemental. Et aussi, nous, on croit en cette unité dans la diversité des populations, qu'on est profondément internationaliste, mais pour autant, et parce qu'on est internationaliste, on veut défendre chacun des systèmes alimentaires spécifiques dans le monde. Moi, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Nous, on va repartir. Donc, moi, c'est Alice et Juliette est à ma gauche. On va repartir de la question historique parce que c'est vrai qu'on nous a renvoyé à notre propre âge d'or et du coup, on se dit ah oui, c'est vrai que depuis notre naissance, Attac est né en 1998 et c'est vrai que c'était la grande époque de la lutte pour une autre mondialisation. C'était l'époque des grands sommets de l'OMC et c'est vrai que les mouvements sociaux s'organisaient, donc faisaient des contre-sommets. C'était la grande époque des contre-sommets. Et nous, on est nés, voilà, à ce moment-là, on critiquait aussi la finance, enfin la financiarisation et les accords de libre-échange, et c'est vrai qu'on pourrait se dire, rien que le fait qu'il est vrai que c'est pas une de nos questions centrales à Attac aujourd'hui, ça s'est un petit peu déporté, la lutte contre les accords de libre-échange, elle est portée par la Conf, par la Via Campesina, par
des collectifs Stop TAFTA, Stop CETA. Pour nous, c'est vrai que... Alors, peut-être que là c'est le discours négatif, mais on va finir par dire que en fait, c'est peut-être pas plus mal. C'est pas parce qu'il y a un pas, parce qu'il n'y a pas de grands mouvements altermondialistes que tout est perdu. C'est peut-être que sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, je sais pas, on arrive à avoir une stratégie qui est adaptée en fait à ce qui nous arrive dessus. Donc quand même juste aussi la grande dernière lutte, c'était il y a 10 ans contre le TAFTA. Et donc Attac en était, donc le TAFTA, c'est un accord entre l'Union européenne et les États-Unis qui est toujours au point mort. Les négociations, elles se sont arrêtées parce qu'il y a eu un grand mouvement et qui justement a dépassé les associations spécialistes. Les personnes qui ont vécu la mobilisation il y a 10 ans, elles se souviennent peut-être que, enfin franchement, on en parlait beaucoup, et pas que dans les associations, les médias s'y mettaient, et il y avait pas mal de vulgarisation. Mais l'accent était mis à l'époque plus sur attention à ce qui va arriver dans vos assiettes. Les États-Unis, c'est l'agriculture aux hormones, et vous n'avez pas envie de poulet aux hormones ou au chlore dans vos assiettes. Et donc, et juste aussi pour expliquer, et comme ça je te passe la parole après, les accords de libre-échange, ils ont eux-mêmes changé. Alors, il y a un truc qui ne change pas, c'est que depuis qu'on les a mis en place dans les années 50-60, c'est depuis le début un outil au service de la mondialisation néolibérale. Donc néolibéral, ça veut dire au service du marché et des multinationales. Et c'est aussi un très grand outil néocolonial. Et ça se met en place au moment de la décolonisation d'un certain nombre de pays. Et là, les multinationales prennent peur. Elles ont peur des expropriations. Et donc, elles vont demander aux États du Nord de les doter d'un outil qui leur permette de se défendre elles-mêmes. Et donc après, il y a eu effectivement les accords multilatéraux, donc l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Mais à partir d'un certain moment, ces négociations-là, multilatérales, elles sont arrivées à un point mort. Parce qu'il y avait des pays, et notamment du Sud, et notamment sur la question agricole, qui ont dit non, en fait on ne va pas ouvrir davantage nos marchés, donc il n'y aura pas d'accord à l'échelle internationale. Et donc une espèce de deuxième ou troisième génération de traités s'est mis en place. Donc c'est des traités bilatéraux entre deux États ou entre deux régions, par exemple Union européenne, Mercosur. Et en fait c'est des accords commerciaux et d'investissement. Et du coup, on va mettre en place des outils qui sont dans les mains des multinationales, donc à savoir les tribunaux d'investissement, et que les multinationales peuvent saisir si elles estiment qu'une norme est contraire aux bénéfices qu'elles escomptaient de leur investissement. Et c'est pour ça que tu disais que en fait, les États ne peuvent plus agir parce qu'ils craignent ces attaques de la part de multinationales qui se règlent par le paiement, parfois en milliards d'euros, de dollars. Merci. Donc, je vais juste compléter, même si Morgane et Alice ont déjà dit pas mal de choses très pertinentes. En fait, ce qui est intéressant, pourquoi c'est intéressant de comprendre les accords de libre-échange, c'est que ces accords servent à s'attaquer aux normes et aux réglementations sociales ou environnementales, c'est ce qu'expliquait Morgane, en France et partout dans le monde. Donc, les connaître et apprendre à les combattre, c'est nécessaire si on veut défendre aussi les agriculteurs
où qu'ils soient, les paysans et les paysannes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est la grande question, parce que ça semble toujours très loin au-dessus de nous, et l'une des choses qui est très critiquée à propos des accords de libre-échange, c'est qu'ils sont négociés dans le secret, alors qu'ils nous tombent directement dessus. Ça touche l'alimentation, ça touche la santé, ça touche le travail, ça touche l'environnement. Au niveau français, ça se joue au niveau de l'Union européenne. Et en tant que zone de libre-échange, l'Union européenne est une zone de libre-échange, elle négocie des accords, donc comme tu l'as dit, avec le Mercosur en Amérique latine, ou parfois directement avec des pays spécifiques. Récemment, il y a eu des tentatives d'accord avec le Chili ou le Kenya, par exemple, et qui sont signés, oui, pardon. Et du coup, le vote des eurodéputés français sur la question a évolué. Grâce à une campagne en fait d'information, de lobbying qui a porté ses fruits, les 3/4 des votes exprimés des eurodéputés français ont voté contre les accords de libre-échange UE-Chili et UE-Kenya. Seuls les eurodéputés Renaissance ont majoritairement voté pour. Donc on voit tout de suite aussi la logique voilà, des eurodéputés de Renaissance et des macronistes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, à part essayer d'appuyer au niveau du lobbying européen en diffusant des informations, en faisant des campagnes d'action, d'éducation populaire comme on fait à Attac. On essaye d'informer un maximum de personnes sur ces enjeux via des comités locaux. Il y a une centaine de comités locaux dans toute la France à Attac. On informe les gens déjà, parce que c'est un sujet compliqué, mais qui nous est présenté comme compliqué alors que c'est pas si compliqué. Donc il y a un enjeu à se réapproprier ces thématiques-là, ces thématiques qui nous sont confisquées par des pseudo-experts. Donc ça c'est important. Et évidemment, on peut soutenir à notre niveau et en rejoignant des mouvements sociaux ce qu'on disait tout à l'heure, une relocalisation écologique et solidaire dans une perspective altermondialiste. C'est-à-dire produire mieux pour satisfaire nos besoins essentiels et pas dans une logique souverainiste. C'est justement ça la grande différence. Donc tu vas en parler je pense tout à l'heure avec la coordination rurale. Relocaliser ne veut pas dire renoncer aux échanges internationaux. On veut des échanges internationaux qui soient basés sur la complémentarité, la coopération et la solidarité, et non pas la concurrence et tirer vers le bas les droits sociaux et les normes environnementales. De toute façon, en Union européenne, on aura toujours besoin de matières premières. Donc on peut décider de ne pas importer ce qui peut être produit localement. On peut augmenter les marchés publics comme levier de relocalisation, c'est-à-dire qu'il faut soutenir les services publics qui nous permettent de développer en fait des achats publics massifs pour soutenir la relocalisation. Exclure de la concurrence les secteurs stratégiques du moment qu'ils privilégient les besoins réels et l'emploi. Instaurer, c'est un peu la base de ATTAC, ça veut dire ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne, ATTAC. On pourrait mettre en place une taxe kilométrique aussi pour augmenter le coût des longues distances et ainsi privilégier les produits locaux. Pardon. Et une dernière chose, et je vais finir là-dessus, on peut bien sûr soutenir à son niveau l'agriculture paysanne et les actions de la Confédération paysanne et des partenaires de la Via Campesina. Donc évidemment, à Attac, on est partenaire de ces mouvements-là et on encourage tout le monde à s'intéresser à ce que font ces syndicats proches de chez nous. Voilà. Boa tarde, companheiros e companheiras. Muito feliz de poder vivenciar o sentimento e a luta internacionalista. Estou pela primeira vez na França e trago um abraço caloroso, companheiro do Brasil e do Movimento Sem Terra. Bonjour camarades, je suis très heureuse d'être ici en France pour la première fois, de sentir la lutte internationale et de vous apporter les abrazos
les salutations des camarades du Brésil. Bom, os acordos de livre comércio são mesmo o que dizem e só são livres para o comércio, porque aprisionam lógicas camponesas alimentares tradicionais em monocultivos, propõem uniformização da agricultura. Donc les accords de libre-échange, ils sont bien ce qu'ils disent, c'est-à-dire ils sont libres, mais seulement pour le commerce, et ils emprisonnent les cultures paysannes. Ça marche, celui-là? O Brasil hoje vive sob a hegemonia do agronegócio, que tem como centralidade a integração do capital financeiro com o capital fundiário. Essa integração de capitais promove o que nós consideramos como impérios alimentares, fixados em commodities. As principais commodities produzidas no Brasil são a soja, o milho, a cana-de-açúcar e o trigo. São commodities direcionadas para a ração animal na Europa e na China e para a produção de biocombustível. Donc au Brésil, ce qu'ils vivent, c'est une hégémonie de l'agro-industrie qui s'appuie sur une alliance, une rencontre du capital financier et du capital foncier, ce qui crée des empires alimentaires qui sont appuyés sur l'exportation de matières premières agricoles, de matières premières commodities, c'est-à-dire donc issues de l'extraction, en particulier le blé, la canne à sucre, le soja, qui sont utilisés pour l'alimentation animale, en particulier en Europe et en Chine. Ah, et également aussi les biocombustibles. O agronegócio se instalou no Brasil nas últimas décadas com muito mais força e com o financiamento do Estado. O agronegócio brasileiro é extremamente subsidiado pelo Estado. Há isenções fiscais, anulações de cobranças de impostos, por exemplo, de agrotóxicos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo e tem seus impostos renunciados pelo próprio Estado brasileiro. Por ano, Estados e União deixam de arrecadar 12 bilhões de reais por renunciar cobranças de agrotóxicos no Brasil. Il y a des exemples de taille, les sanctions fiscales. L'agro-industrie s'est consolidée au Brésil avec le soutien de l'État et des gouvernements successifs, en particulier parce qu'ils donnent des exemptions fiscales, notamment sur la production, la consommation de pesticides. Et le Brésil est le plus grand consommateur mondial de pesticides. Et os 12 milhões de reais são bilhões. Ah, voilà. Et donc il y a 12 milliards de reais, donc vous divisez à peu près par 5 pour avoir les euros, 12 milliards de reais d'exemption fiscale sur les pesticides au Brésil. Portanto, mesmo sem qualquer acordo mundial do comércio, mesmo sem qualquer acordo multilateral, a América Latina é vista como um celeiro a suprir matérias-primas para a Europa,
como estrutura do capitalismo dependente, em que sua economia é voltada, direcionada para o mercado agroexportador como prioridade. Voilà. Qu'il y ait des accords de libre-échange ou qu'il n'y en ait pas, l'Amérique latine, c'est un espace de production de matières premières qui sont envoyées vers l'Europe. Porém, com os acordos de livre comércio, esse cenário se potencializa, esse cenário se aprofunda, esse cenário piora profundamente. Na década de 2000, o Brasil e a América Latina disse não à ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Em um processo de mobilização popular, a América Latina freou esse acordo, porque é um acordo que previa de forma arbitrária a comercialização dessas commodities direcionadas para os Estados Unidos. Então, o acordo previa um comércio privilegiado da América Latina para os Estados Unidos. Junto com isso, previa a assessoria militar dos Estados Unidos na América Latina. Ou seja, um acordo que não pensa só o controle da comida, pensa o controle da soberania como um todo dos países da América Latina. Alors, dans les années 2000, il y a eu de très grosses mobilisations en Amérique latine pour dire non à l'ALCA. Donc l'ALCA, ça veut dire Accord de libre-échange des Amériques. Et donc il y a eu une très grande mobilisation, pas seulement au Brésil, mais dans le reste de l'Amérique latine. C'était un accord qui prévoyait d'ouvrir la commercialisation des matières premières vers les États-Unis, mais qui avait comme contrepartie des coopérations militaires des États-Unis avec des pays d'Amérique latine. Donc ce n'était pas seulement un contrôle sur la question de l'exportation des produits alimentaires, il y avait aussi un volet militaire. Voilà, et donc un contrôle de la souveraineté. Hoje, a proposta do acordo Mercosul-União Europeia renova a demanda por commodities na América Latina e agora não mais nos Estados Unidos somente, mas com a União Europeia. A União Europeia está disputando no mundo a centralidade desse mercado entre Estados Unidos e China. O que para nós é importante é que não queremos estar ligados, aliançados com um mercado com exclusividade. Não queremos ter esse comércio controlado pelo capital internacional e sua intencionalidade. Portanto, a União Europeia se apresenta como disputa através desse acordo e avança nas propostas. Donc là, il y a une proposition d'accord et une négociation d'accord entre le Mercosur et l'Union européenne qui débouchera, si ça a lieu, sur un renforcement, une accélération de la demande de matières premières en Amérique latine, ce qui veut dire que ça viendra plus seulement des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Et donc, dans ce schéma, l'Europe s'inscrit vis-à-vis de l'Amérique latine en concurrence avec les États-Unis et la Chine. Et donc, elle disait, nous ne voulons pas de ce contrôle par le capital international. O acordo foi estabelecido em 2019 com o governo Bolsonaro. Há uma questão para a União Europeia. Qual governo ratifica o acordo?
até então, o acordo União Europeia-Mercosul não está ratificado e corre, como a companheira disse, em sigilo. Porém, foi importante para a União Europeia que esse acordo não fosse ratificado com a imagem do governo Bolsonaro. Há uma pressão hoje com o governo Lula para que esse acordo seja ratificado no governo Lula, para que esse acordo tenha uma imagem melhor reconhecida no mundo inteiro. Donc il y a un accord qui a été négocié en 2019 depuis l'Union européenne avec le Mercosur, et à l'époque c'était Jair Bolsonaro qui était au pouvoir. Et donc pour l'Union européenne, la question avec le Brésil, c'était de savoir qui allait ratifier cet accord. Donc ils ne voulaient pas de cette image-là. Pour l'instant, l'accord n'est pas ratifié. Et comme le disait la camarade, cet accord reste secret, mais il y a une pression de l'Union européenne pour que ce soit ratifié pendant le gouvernement Lula, parce que ça donnera une image positive de l'accord dans ce cas-là. E nós pressionamos o governo Lula para dizer não ao acordo Mercosul-União Europeia. Porque é um acordo que reforça a história da colonização na América Latina, de transferência irrestrita de matéria-prima para os mercados europeus e de livre acesso dos mercados europeus com seus produtos altamente tecnologizados, avançados em grande escala, disputando os mercados brasileiros. Há uma tendência para o campo de perda de terras pelo avanço do monocultivo e há uma tendência na cidade de desindustrialização e de precarização do trabalho, já que a concorrência, mesmo capitalista, dentro do Brasil vai ser mais enfraquecida pela abertura desse mercado para a Europa. Um dos elementos fundamentais do acordo é a abertura desse acordo para as compras governamentais, ou seja, o governo brasileiro pode fazer compras públicas da política pública, abrindo concorrência também para a União Europeia. Então, a União Europeia pode, com esse acordo, concorrer ao mercado de compras públicas. Por isso, é muito fundamental dizermos não ao acordo. Para finalizar, né? Também dizer não à política do que esse acordo se pretende ser renovado como um acordo verde, ou seja, que a soja comercializada no Brasil tenha regras de comercialização para que seja aceita na União Europeia como uma soja ambientalmente sustentável, verde. Para nós não existe monocultivo verde, não existe um latifúndio aceitável. Portanto, o direito à soberania é um direito de decidir o que plantar, o que fazer, como colher dentro de nossa diversidade camponesa e das necessidades humanas do campesinato no Brasil. Bon. Je vais essayer de m'en sortir. Donc le MST et d'autres mouvements, ils font pression sur le gouvernement Lula pour qu'il refuse cet accord avec le Mercosur, c'est en fait un accord qui renforce une histoire qui existe depuis la colonisation. C'est une histoire qui se caractérise du point de vue économique par la fourniture de matières premières par l'Amérique latine à l'Europe, et dans l'autre sens, l'intensification avec cet accord des importations par l'Amérique latine de produits manufacturés, de produits industriels. Et en ce moment déjà, la conséquence, c'est qu'on voit qu'il y a un appauvrissement en Amérique latine des petits paysans, de tous les gens de l'agriculture familiale, et
en ville des processus de désindustrialisation. Et donc ça se traduit par une grande précarisation du travail dans les espaces ruraux et dans les espaces, urbains. Alors en plus, le gouvernement, cet accord, prévoit l'ouverture des commandes publiques sans appel d'offres. Aujourd'hui, il y a des commandes publiques, par exemple pour les cantines scolaires, qui sont faites avec des appels d'offres nationaux. Et là, en fait, les appels d'offres, ils pourraient être faits... les achats pourraient être faits directement par l'Union européenne sans appel d'offres. Donc ils disent non à la politique de renouvellement de cet accord qui est présenté comme vert, et ils demandent au contraire des règles de commercialisation du soja pour un soja qui soit vraiment un soja vert, et ils luttent pour la souveraineté des paysans et pour qu'ils puissent décider eux-mêmes ce qu'ils plantent. Merci beaucoup. Merci beaucoup Béatrice. Et du coup, peut-être pour poser la question à l'échelle interne à l'Union européenne, donc là c'est peut-être plutôt une question pour Laurence et la Confédération paysanne, c'est qu'on a vu pendant les révoltes agricoles de cet hiver des paysans, des paysannes qui pointaient les produits qui étaient importés en France depuis d'autres pays européens, notamment l'Espagne, l'Italie. On a beaucoup entendu parler du poulet ukrainien. Il y a eu des actions de paysans, paysannes qui ont visé des camions qui transportaient des fruits et des légumes qui étaient importés à bas coût d'autres pays européens où les normes environnementales ne sont pas les mêmes. Et du coup, on a beaucoup vu dans le discours de la FNSEA justement le fait de pointer ces normes environnementales comme étant le problème de l'effondrement des revenus paysans. Et donc peut-être, Laurence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quelle a été la position de la conf? Voilà, vous parlé des prix planchers. Est-ce que tu peux expliquer le sens, l'intérêt de ça, ce qu'il en est aussi, parce qu'à un moment il a été question de les valider. Et puis, voilà, quelle a été la position de la conf sur ces sujets-là? Et j'en profite pour lancer une deuxième perche pour la question d'après, plutôt à Morgane, sur en fait le pendant international, c'est-à-dire si le protectionnisme économique à l'échelle d'un territoire ou d'un pays, voilà, comment on peut critiquer la mondialisation et les accords de libre-échange sans tomber dans une forme de protectionnisme et du coup de guerre économique où chaque pays défend ses intérêts nationaux. Et donc est-ce que tu peux en dire plus, voilà, sur c'est quoi votre position à la conf sur cet internationalisme paysan? Qu'est-ce que ça veut dire, cet internationalisme paysan? Merci. Donc moi je suis Laurence Marandola, je suis paysanne en Ariège, en montagne, et porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Je ne vais pas revenir en arrière, mais vous avez tous en tête les images de la Confédération paysanne à Millau, déjà pour dénoncer cette histoire-là du Roquefort contre les taxes sur le Roquefort, sur ces accords de libre-échange. Voilà, c'est vraiment un combat viscéralement lié à la Confédération paysanne. Vous avez compris, grâce au témoignage de Béatrice, que ces accords de libre-échange, cette organisation mondialisée du commerce, de l'agriculture, de notre alimentation, elle a des incidences tout à fait concrètes sur chacune de nos vies, en tant que paysans, en tant que citoyens. Je voudrais d'abord aussi faire un peu le pendant de ce que tu disais. En France, ce que ça a provoqué pour nous, pour les paysans, ça a carrément complètement redessiné le paysage, au sens strict du terme, hein, le paysage autour de nous, les façons de produire, la taille des fermes, le type d'agriculteurs. C'est vraiment à l'origine de tout ce changement très profond, de la disparition. Tout à l'heure j'ai parlé de plan social, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de la disparition concomitante d'1 million de paysans en France entre la fin des années 80
du coup le démarrage de l'OMC 92, et aujourd'hui c'est ça qui s'est passé. Et c'est clairement un mécanisme de se dire on va utiliser les avantages compétitifs de chaque région et les utiliser le plus à fond possible. Ça veut dire en corollaire qu'on abandonne le reste, ce qui est moins compétitif. Et ça fait très concrètement qu'il y a quelques gagnants, quelques-uns à l'échelle de la planète, ça se compte sur les doigts de quelques mains seulement, de ce système, et une immense majorité de perdants. C'est vrai sur les paysans, c'est vrai sur les territoires, c'est vrai sur les productions. Je vais y revenir, comment ça s'est traduit concrètement en France. Et les politiques agricoles, alimentaires, économiques, sociales, elles accompagnent exactement ce mouvement-là. Elles ne cherchent pas à le contrer, elles sont juste l'outil qui permet de le faire vivre en assumant l'abandon de certaines productions, l'abandon de certains territoires, l'abandon de certains modèles de production, en particulier, nous on va parler d'agriculture paysanne, au mieux ou au pire, j'en sais rien, d'accompagner ce départ, ce déclassement et de déplacer ces populations, ces travailleurs vers d'autres secteurs où ils seront plus compétitifs. Ça s'applique exactement partout. Très concrètement en France, ça veut dire qu'on a perdu 40% des arboriculteurs, des gens qui produisent des fruits en France, ces dernières années, très directement avec ce commerce mondialisé. Ça veut dire aussi qu'on a perdu à peu près plus de la moitié du cheptel ovin, des brebis en France, très directement depuis la signature des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. C'est mécanique et implacable. Et du coup, abandonner cette disparition de l'arboriculture, de la production ovine, ça redessine, bon ça fait disparaître des paysans, des éleveurs, mais ça redessine les territoires. Désolée, vous nous le dites sur tous les tons et on s'emballe. La diminution massive des troupeaux de brebis, des éleveurs ovins, des bergers, elle a des impacts extrêmement visibles quand vous êtes en montagne, dans les causses, vous l'avez tous vu. C'est ça que ça veut dire. Et pour aller encore plus loin, ça implique que les Français se nourrissent, du coup on importe massivement des fruits et des légumes. Aujourd'hui on a passé au-dessus de la barre de 50% des besoins des Français couverts par des fruits et légumes qui viennent de pays pas très loin, surtout européens, alors qu'on est tout à fait capable de les produire ici. Mais si on applique strictement le critère avantage compétitif, c'est ça que ça produit, ces accords de libre-échange et ce système des marchés. Je voudrais dire, et je vais vraiment répondre à ta question, je voudrais dire autre chose, que ça c'est possible aussi avec un flux massif et mondialisé, pas seulement de matières premières agricoles, pas seulement d'aliments, mais aussi d'énergie. Pas d'énergie juste pour faire venir les marchandises, mais pour produire. C'est une débauche de consommation de carburant en agriculture, ce modèle-là. C'est aussi une débauche d'utilisation d'engrais. La France est très largement importatrice d'engrais. Toi, tu parlais de pesticides, mais c'est tout ce schéma qui est en fait clairement le schéma que tu as bien écrit, celui de l'agro-industrie, de l'intensification, l'industrialisation de l'agriculture, qui est justifiée par cette recherche des avantages compétitifs. Je voudrais maintenant donner des notes d'espoir par rapport au Mercosur. Se dire que quand même de façon... Alors, c'était planifié hein, dans l'agenda international que se signe cet accord Union Européenne-Mercosur. Le président Macron y était très attaché, quoi qu'ils disent des fois l'inverse dans des discours. L'Union Européenne y est extrêmement attachée. Mais ces mobilisations qu'on a vécues ces derniers mois de la société civile, des paysans européens ont vraiment freiné les choses. C'est pas advenu jusqu'à ces élections européennes. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné pour toujours. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et moi je voudrais saluer un point très précis, c'est qu'on s'est rencontrés la Via Campesina l'an dernier, en décembre, à Bogota, toutes les organisations mondiales, sur une grande conférence, et on a signé de façon assez historique une déclaration commune, la CLOC, les organisations d'Amérique latine
et ECVC, pour dire que nous, l'ensemble, ECVC, la coordination européenne de la Via Campesina, c'est une déclaration des paysans européens et d'Amérique latine en expliquant pourquoi on est absolument contre, ensemble, cet accord. Et du coup, il a été transmis au gouvernement, il vivra sa vie, mais c'est quand même des déclarations extrêmement fortes et qui devraient être prises en compte. Mais malheureusement, dans ce commerce mondialisé, on fait fi de la démocratie. On fait fi des mobilisations qui ont pu être massives. Je pense à la Corée, par exemple, des choses massives, et partout dans le monde. On fait fi même parfois des décisions des parlements. C'est le cas du Sénat et de l'Assemblée française qui n'a pas ratifié le CETA, l'accord avec le Canada, et ça déroule, malgré toutes ces expressions extrêmement démocratiques. Alors, nous, à la Confédération Paysanne, on est absolument contre les accords de libre-échange, contre l'OMC. On veut absolument, à minima, que l'agriculture, l'alimentation soient complètement sorties de cette logique néolibérale, en fait. Ça devrait être pour absolument tous les secteurs. Et donc là où on est, on se dit que l'agriculture ne devrait absolument pas, devrait être sortie de tous les accords de libre-échange. Et on a des propositions très concrètes, qui sont celles d'un prix minimum garanti. Vous nous avez beaucoup entendu en parler cet hiver. C'est quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement logique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de transaction commerciale en dessous d'un prix minimum qui permette de payer nos charges, payer nos fournisseurs, qui permettent de rémunérer notre travail et qui permettent aussi de payer nos cotisations sociales et notre protection. Accident, maladie, retraite, parce qu'on est hyper malmené avec une protection sociale qui est déjà assez lamentable, et du coup encore s'asseoir dessus, réduire ça, ça serait absolument scandaleux. Ça, c'est des prix minimum garantis. Très directement, ça questionne l'ultralibéralisme appliqué à l'agriculture et à l'alimentation. Très directement, ça questionne beaucoup de traités, beaucoup de règles en vigueur. Ça oblige aussi un prix minimum garanti pourrait être aussi, à un certain moment, favorable à l'agro-industrie, aux très grandes fermes. Et du coup, il doit être assorti d'un mécanisme de régulation des volumes, de partage de la production, des outils de production et des volumes. Ce prix minimum, il doit être sur un certain volume par ferme. Alors, je pourrais en parler longuement, mais c'est ça le principe. Et après, on a une autre réponse. C'est-à-dire, ouais, ok, on met un prix plancher en France, mais du coup, ça va doper encore les importations. Puisqu'en Espagne, juste à côté de nous, elle en parlait, la collègue tout à l'heure, ils produisent des fruits et des légumes à des prix en deçà des prix qu'on produit en France, avec, elle nous l'a expliqué, des mécanismes d'exploitation des travailleurs, déjà en France. C'est pas glorieux, mais alors elle nous a expliqué des conditions de servitude. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est pas nous protéger nos prix, nous protéger nous, agriculteurs français, mais rehausser partout les droits sociaux, les droits environnementaux. Et la question d'un prix minimum d'entrée aux frontières françaises, je parle là à l'intérieur de l'Union européenne. Alors ce que je vous dis, c'est carrément contraire au traité de Lisbonne et à tout plein de choses. Hein, okay, mais c'est un mécanisme indispensable, pas pour ne plus importer, mais faire en sorte qu'on soit sur des bases équivalentes et surtout rehausser par le haut les droits des travailleurs, des paysans, leur rémunération, et les questions environnementales, du coup, d'utiliser tous ensemble moins de pesticides, par exemple. C'est ça la question des prix minimum d'entrée. Et c'est un mécanisme qui doit protéger les agriculteurs français, les agriculteurs espagnols. Je parle beaucoup d'eux à cause des fruits et légumes que j'ai pris comme exemple, mais c'est vrai aussi pour nos collègues d'Europe de l'Est, de tous les pays de l'Union européenne. Et il existe, c'est contraire à l'esprit du traité de Lisbonne, mais il existe des mécanismes européens sur justement ces pratiques commerciales déloyales. Donc on a des premiers outils, des premiers leviers qui existent et qu'on peut exiger leur application aujourd'hui, demain, et après il faudra forcément aller beaucoup plus loin pour être dans un commerce plus juste. Je l'aurais dit aussi à la Confédération Paysanne, on n'est pas contre les échanges, on n'est pas contre le commerce, mais sur des bases beaucoup plus justes, et que partout dans le monde, qu'on soit un paysan français, indien, brésilien, espagnol, on puisse vivre dignement de notre travail et envisager une progression sur nos conditions de travail, de rémunération, de protection sociale et environnementale.
du coup, je vais essayer de répondre à l'autre question, mais aussi en revenant sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, comme quoi il y aurait beaucoup moins de mobilisation sur ces questions commerciales. Mais en fait, je pense que c'est pas vrai. Certes, on a tous en tête ces mobilisations un peu iconiques à Seattle, à Cancun, à Hong Kong contre l'Organisation mondiale du commerce. Mais en fait, on a en partie gagné. Parce que depuis 2001, alors à Doha, c'est pas par hasard qu'à Doha, où c'est pas très facile de manifester de façon massive, qu'ils ont réussi à conclure le dernier accord de l'Organisation mondiale du commerce. En 2001. Ça fait quasi 25 ans qu'ils n'ont pas réussi à bouger parce qu'on s'est mobilisé massivement. Et en particulier, ce qui les bloque, c'est l'accord sur l'agriculture. C'est là que ça bloque. Parce que c'est là que les paysans, les paysannes, partout dans le monde, refusent de plier, et parce qu'il y a des gouvernements qui comprennent bien que s'ils lâchent là-dessus, ça va être le chaos dans leur pays. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne, les États-Unis ont cherché d'autres biais, qui sont les accords bilatéraux de libre-échange. L'Union européenne, c'est le champion, toute catégorie, des accords bilatéraux de libre-échange. On en a avec le monde entier, c'est hallucinant. Et ça permet de maintenir un pouvoir colonial, parce que quand l'Union européenne négocie avec le Kenya, ou négocie avec le Chili, ou négocie... vous voyez bien que ce n'est pas du tout équilibré. Et donc l'Union européenne peut imposer des règles totalement injustes à un certain nombre de pays qui ne peuvent pas résister. En termes de mobilisation, la mobilisation des paysans indiens en 2020-2021 contre les paysans indiens, ils se sont mobilisés contre la privatisation des stocks alimentaires. Ça paraît un peu technique, mais je vais expliquer ça. Quand les stocks ils sont privés, les multinationales qui ont les stocks, c'est le cas en France. En France, les stocks sont privés. Quand c'est ça, les multinationales, quand les prix baissent, elles attendent pour que les prix baissent encore plus et pour acheter au moins cher possible aux paysans. Par contre, quand elles ont des stocks et que les prix montent, elles ne vendent pas. Parce qu'elles attendent que les prix montent encore plus pour faire encore plus de profit. Et donc le fait de privatiser les stocks, ça augmente la spéculation, ça fait que les multinationales peuvent acheter le moins cher possible aux paysans et vendre le plus cher possible aux consommateurs. Donc ça alimente la spéculation. En Inde, ils ont un système de stock public massif. De stock public lié à des prix minimum d'intervention. L'État indien garantit des prix, et il les garantit pas seulement sur le papier, il achète aux paysans et aux paysannes indiens dans chacune des municipalités à un prix négocié. Et ça vient alimenter des stocks publics qui ensuite servent à fournir une alimentation à des prix accessibles à la population indienne. Sans ces stocks, il y aurait des millions de personnes en plus qui mourraient de faim en Inde. Les stocks publics de l'Inde sont la cible principale de l'Organisation mondiale du commerce et derrière l'OMC, des États-Unis et de l'Union européenne. L'Union européenne en particulier veut détruire le système des stocks publics en Inde et utilise l'OMC pour ça. Et c'est pour ça que depuis plus de 20 ans, l'Inde est le principal pays qui résiste parce qu'ils veulent maintenir leurs stocks publics. Et ces stocks, ça paraît un peu technique, mais c'est vraiment le point, le talon d'Achille de l'OMC à l'heure actuelle. Et du coup, il s'est passé un truc assez marrant. Donc l'OMC, ils sont un peu dans la mouise quand même. Je vous ai dit, ça fait 25 ans qu'ils n'arrivent pas à signer un accord. Quand il y avait Trump au pouvoir aux États-Unis, Trump il a décidé de ne plus nommer de juge à la Cour mondiale des règlements des conflits, parce qu'il y avait certains règlements des conflits qui allaient contre les intérêts des États-Unis. Et du coup, ça a beaucoup affaibli l'Organisation mondiale du commerce. Et notamment, d'autres pays se sont un peu engouffrés dans la brèche, notamment l'Inde et l'Indonésie, en disant « puisque c'est comme ça, on ne va plus forcément trop appliquer les règles de l'OMC ». Ce
qui est plutôt une bonne nouvelle, et ils font bien de ne plus appliquer les règles de l'OMC, l'Inde et l'Indonésie. Du coup, l'Organisation mondiale du commerce essaye de se réformer. Vous entendez certainement parler de la réforme de l'OMC, bon, ils n'y arrivent pas vraiment. Et à la Via Campesina, il y a 1 an et demi, nous on leur parle pas, ils nous parlent pas, nous on veut les détruire et tout ça, bref. Ils nous ont envoyé une lettre en nous disant on voudrait se réunir avec la Via Campesina. La dernière lettre qu'ils nous avaient envoyée, c'était en 2005, quand ils étaient complètement dans la mouise à Hong Kong. On s'est dit, alors là, c'est que ça va vraiment très très mal. Donc on a refusé l'invitation, on leur a envoyé une lettre publique en disant, nous, on ne veut pas se réunir avec vous, on veut que l'OMC disparaisse. Mais par contre, on va construire, nous, Mouvement Paysan Mondial, une nouvelle proposition de cadre commercial fondée sur la solidarité entre les peuples et fondée sur la souveraineté alimentaire. Et donc on s'est mis à la tâche. On a discuté entre les organisations paysannes au niveau mondial de quel type de commerce on veut. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit, on n'est pas contre tout commerce. Mais le premier principe, c'est que le commerce doit passer après les droits humains. Ensuite, le commerce doit passer après le droit des peuples de définir leur politique agricole et alimentaire. C'est-à-dire avoir le droit de faire des stocks, avoir le droit de définir des prix planchers, avoir le droit de définir des standards. On n'a pas nécessairement tous les mêmes standards. Et c'est très bien comme ça. Donc le droit de définir des standards. Le droit aussi qu'il y ait des achats publics. Par exemple, que le gouvernement brésilien achète directement aux paysans pour fournir les cantines. Avoir le droit de faire tout ça, pour nous, c'est fondamental. Et ça passe avant le droit de commercer. Ensuite, on veut que les échanges soient fondés sur la coopération et la solidarité. Il y a une chose fondamentale là-dedans. À l'heure actuelle, il y a des pays qui sont totalement exclus du commerce international. Cuba, par exemple, est sous blocus et n'a pas le droit de faire du commerce international. C'est complètement injuste. Ils doivent pouvoir avoir le droit, eux aussi, de faire du commerce s'ils veulent. Ensuite, on considère que le commerce le plus local doit être favorisé. Et donc, c'est normal s'il y a plutôt un commerce entre le Brésil, le Chili et l'Argentine, plutôt qu'un commerce entre le Brésil et l'Union européenne. C'est mieux de faire du commerce plus local que d'aller très loin. Ensuite, il y a un autre outil qui nous semble très intéressant et qui existait en fait il n'y a pas si longtemps. Plutôt que d'acheter des céréales sur le marché boursier, à Chicago ou à Paris, et du coup d'être soumis à la spéculation des acteurs financiers, il y a un outil qui existe encore, qui est notamment dans les pays asiatiques, autour du commerce du riz. Ce sont des contrats de gouvernement à gouvernement. Pourquoi ? Plutôt, à l'heure actuelle, après le début de la guerre en Ukraine, il y avait suffisamment de céréales dans le monde, mais l'Égypte ne pouvait plus acheter de céréales parce que les prix étaient à des niveaux complètement dingues, à cause de la spéculation, parce qu'ils devaient acheter sur le marché boursier. Nous, notre proposition, c'est de signer des contrats de gouvernement à gouvernement, de long terme, à des prix qui prennent en compte les coûts de production et qui interdisent la spéculation. Ça s'appelle des contrats de gouvernement à gouvernement, et on pense que c'est un outil qui a existé, qui existe encore en Asie et qu'il faudrait généraliser. Je vais finir assez vite. Il y a un élément essentiel aussi qu'il faut changer dans le commerce international. À l'heure actuelle, la quasi-totalité du commerce international se fait en dollars. Si vous n'avez pas de dollars, vous ne participez pas au commerce international. Donc la question monétaire, elle est essentielle. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les pays de la zone franc CFA, en Afrique de l'Ouest, une des façons de maintenir la colonisation, ça a été que quand ils vendaient des choses à l'extérieur, l'argent n'allait pas en Afrique de l'Ouest, l'argent allait à la Banque de France. Encore aujourd'hui, 50% de l'argent que les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont sous les 2 francs CFA gagnent ne va pas dans les pays d'Afrique de l'Ouest, mais est contrôlé à la Banque de France avec le contrôle de fonctionnaires français. Enfin, c'est hallucinant. Donc il
il y a un problème de néocolonialisme lié à la monnaie et il faut sortir de ça. Il faut absolument réussir à diversifier les possibilités d'usage de monnaie, d'utiliser différentes monnaies, mais aussi de pouvoir utiliser par exemple des matières premières comme monnaie plutôt que le dollar ou l'euro. Enfin, et j'en finirai là, il doit y avoir une règle très claire. L'alimentation ne doit jamais être utilisée comme une arme de guerre. À l'heure actuelle, il y a des milliers de camions qui attendent à la frontière de Gaza, à la frontière à Rafah, en Égypte, et qui ne peuvent pas passer parce qu'Israël interdit leur passage. Nous disons depuis la Via Campesina, c'est pas possible, c'est un scandale, et nous devons nous assurer que l'alimentation ne puisse jamais être utilisée comme un combat comme une arme de pouvoir géopolitique. Et face à ça, nous avons des demandes très claires. Très régulièrement, quand il y a une catastrophe dans un pays, ou une guerre, ou une catastrophe naturelle, c'est le moment où, via l'aide humanitaire, la soi-disant aide humanitaire, des pays agro-exportateurs cherchent à entrer sur leur marché et imposer leurs standards, notamment imposer le fait que ce soit une alimentation transgénique. Et nous disons, c'est pas possible d'utiliser les désastres, d'utiliser les guerres, d'utiliser la souffrance humaine pour imposer l'accès au marché des puissances agro-exportatrices. Et nous demandons des règles très claires pour assurer la souveraineté alimentaire des peuples, en particulier dans les moments de catastrophes naturelles et de guerre. Tout ce que je vous dis là, nous on le porte. Mais on ne le porte pas comme une utopie, on sait que ça va mettre longtemps avant de le construire. Mais on pense que c'est possible. Notamment parce que le monde est en train de profondément changer. Et qu'on voit bien dans les pays, au niveau mondial, l'ordre néocolonial, l'ordre impérialiste, il est de plus en plus remis en question. Alors c'est compliqué, on voit bien que c'est conflictuel, mais nous pensons que lors d'une possible prochaine pandémie de Covid-19 par exemple, nous pouvons convaincre un certain nombre de gouvernements progressistes de construire avec les mouvements sociaux ce nouveau système commercial fondé sur l'internationalisme et fondé sur la souveraineté alimentaire. Merci. Merci. On va poser une dernière question rapidement parce qu'il y a d'autres conférences qui doivent continuer dans d'autres chapiteaux. Alors, pour sortir du dogme du libre-échange, il me semble qu'il y a 2 obstacles encore à lever. On aimerait que vous dites un mot sur peut-être comment faire pour lever ces 2 obstacles-là. Le premier, c'est un obstacle d'ordre idéologique, mais vous avez commencé à y répondre, selon lequel le libre-échange... Ah pardon. C'est bon, j'essaie de me dépêcher. Selon lequel le libre-échange il serait vertueux, que ça effectivement tirerait les prix vers le bas et que donc du coup effectivement les gens pourraient manger à moindre coût, mais aussi du coup ce qui va avec cette idéologie propagée par la FNSEA que les pays européens et notamment la France ont vocation à nourrir le monde avec leur production. Voilà, donc on aimerait savoir comment on lève cette représentation-là qu'en fait, voilà, on ne va pas nourrir le monde avec nos productions. L'autre question qui me semble aller avec, c'est comment, du coup, alors que effectivement les traités de libre-échange ont en partie éradiqué une partie de la petite paysannerie, une partie de l'agriculture de subsistance, une partie de nos modèles agricoles de polyculture élevage, comment on fait en fait pour pour déspécialiser les productions agricoles dans les pays, comment on fait quelle est la résilience des systèmes agricoles à la fin des traités de libre-échange? Effectivement, ce récit de nourrir le monde, il est d'une part hyper impérialiste, colonial, néocolonial. On est toujours dans cette vision, ça a bien été décrit. C'est purement scandaleux. Et il est aujourd'hui l'alibi de continuer à produire de façon agro-industrielle et de se dire, de se trouver des bonnes raisons, des raisons propres
des raisons éthiques, c'est ça le pire en fait, de transgresser des valeurs éthiques pour justifier de continuer à faire des rendements faramineux, d'aller sur la productivité, d'industrialiser chaque fois plus l'agriculture, de produire des OGM, d'être dépendant sur les semences, sur les engrais surtout. C'est quelque chose qu'il faut vraiment collectivement s'attacher à démonter dans sa phase. Alors il y a aussi, moi je connais des paysans qui ont 60-70 ans qui pensent avec, je ne sais pas comment dire, bienveillance, avec cette notion un peu de charité, de se dire qu'on a vocation à nourrir le monde et à nourrir ses pauvres ailleurs. Mais personne n'a vocation à nourrir le monde. Avant le commerce mondialisé, il y avait des époques, des périodes de difficultés, comme l'a dit Morgane, climatiques ou de guerre ou de conflits. Mais globalement, partout dans le monde, les gens avaient décidé et sont en capacité de produire l'alimentation qu'ils souhaitent. Et qu'il y ait des échanges, il y en a toujours eu, du troc, des échanges marchands, c'est possible. Mais il faut absolument tous où on est s'attacher à déconstruire cette idée fausse de nourrir le monde qui aujourd'hui, en plus d'être impérialiste, néocolonialiste, est en plus utilisée au service de l'ultralibéralisme. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument contrer. Et on a aussi toutes les possibilités de se nourrir le monde. Ça justifie complètement d'avoir toutes les politiques agricoles en France qui soutiennent globalement les grandes cultures, les céréales. Je mets dedans aussi la betterave, le maïs, le blé, toutes les céréales. Ils disent que c'est ça notre avantage compétitif. C'est avec nos céréales qu'on va nourrir le monde, l'utiliser en plus. Aujourd'hui, au moment où on se parle, les céréales françaises sont clairement utilisées comme armes géopolitiques suite à la guerre en Ukraine, comment on nourrit l'Afrique du Nord ou pas, voilà, d'imposer des choses. C'est vraiment tout ce qu'a décrit Morgane aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec une grande partie des céréales produites en France. C'est ça qui se passe sous nos yeux et c'est ça que certains utilisent pour justifier ce système de production, ces fermes gigantesques et ces méga-bassines qui vont derrière. C'est vraiment ce système-là qu'il faut avoir bien en tête, pas seulement les méga-bassines, il y a beaucoup de choses quand même. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête et des propositions pour faire autrement, elles existent. Elles existent, ces territoires là autour de nous, c'était pas des grandes plaines céréalières. Il y a quelques dizaines d'années, c'était de la polyculture élevage, qui est extrêmement judicieuse justement sur les thèmes de fertilité pour un peu s'affranchir des engrais avec la fumure des animaux. Voilà, il y a tous des systèmes qui sont à réinventer. L'idée de déspécialiser, c'est de remettre un peu sur tous les territoires, là où c'est possible. En haute montagne, je ne vais pas faire des fraises par exemple, mais dans beaucoup de zones, on peut remettre de l'élevage, dans d'autres, on peut remettre des légumineuses. Partout, on peut mettre de la volaille, des fruits et légumes pour avoir un commerce, des échanges alimentaires plus localisés et stopper ce grand discours de nourrir le monde. On peut faire beaucoup mieux que ça au niveau agricole, au niveau économique, au niveau de la solidarité. Oui, c'est que Laurence doit partir parce qu'elle est attendue sur une autre table ronde et normalement moi aussi. Donc on devrait vous quitter maintenant, mais je ne sais pas si vous avez envie de rebondir encore sur des choses qui ont été dites, si les personnes ont encore l'énergie de nous suivre. On se disait juste que ça pourrait être intéressant de parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Je sais pas, levez la main les personnes qui connaissent ça. Bon, il y a déjà pas mal de monde, mais pas tout le monde. Peut-être ça peut être bien d'expliquer un peu de quoi il est question. Et renvoyer... Ouais. Non, pardon, c'était pas pour te couper. C'était qu'il va y avoir, mais là j'ai pas en tête le programme, mais a priori on parle de la sécurité sociale de l'alimentation plus tard dans le week-end. Donc regardez bien le programme. La sécurité sociale de l'alimentation, ça répond à plein d'enjeux dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Si c'est un choix des populations
sur place de manière localisée, c'est compris dans le projet, c'est-à-dire d'avoir au niveau local, choisir qu'est-ce qui va être financé grâce aux cotisations. Ça s'appelle sécurité sociale parce que ça fonctionne comme la sécurité sociale qu'on connaît pour la santé, etc. Donc par cotisation. Et grâce à ces cotisations, on aurait accès à un certain montant d'alimentation, mais pas n'importe laquelle, celle qui aurait été décidée démocratiquement par les populations sur un certain territoire. Telle production, on la conventionne. Et ce qui répond donc à l'enjeu du revenu paysan, sécurisation des paysans et des paysannes, et sécurisation en fait des personnes qui vont pouvoir qui vont pouvoir être protégées par la sécurité sociale de l'alimentation pour avoir accès à une alimentation de qualité. Et c'est tout. Donc,